Voilà, merci de vous déplacer pour moi. C'est gentil de me faire déplacer, mais c'est vous aussi qui vous déplacez, qui me faites déplacer. Je vous remercie chaleureusement. Je suis toujours très émue de retrouver le public. Je voudrais, avant de commencer, avoir une pensée pour Stéphane Krashkar. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne le connaissais pas, c'est lui qui est venu me chercher hier soir. Et il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il vient de perdre son papa. Donc je voudrais... Attendez, je suis très très émue parce que j'ai été en relation avec lui toute la soirée hier et ce matin. Donc une pensée pour Jelsko Krashkar qui vient de mourir ce matin. Merci pour lui. Je viens vous parler d'une révolution qu'on appelle la révolution sexuelle et que j'ai voulu très précisément appeler la révolution homosexuelle. C'est ce qu'ont révélé les travaux de Judith Reisman, dont je raconte ici le récit de la vie, enfin le résumé de la vie. Judith Reisman a écrit plusieurs livres qui sont disponibles en français, qui ont été disponibles en français, qui sont absolument énormes. Et on m'a suggéré de resserrer, de faire un peu une synthèse de son combat et de ses travaux. C'est ce qui a donné lieu à ce livre. Et elle m'a tout particulièrement alerté sur la réalité de ce qu'on appelle, de ce que j'appelle aujourd'hui la révolution homosexuelle. Et vous allez voir que c'est un seul et même sujet avec la révolution sexuelle en cours et avec l'éducation à la sexualité telle qu'elle a lieu dans les écoles. Alors, petit rappel historique. Alfred Kinsey, qui est l'auteur de cette révolution sexuelle entre 1948 et 1956, où il a publié 2 rapports sur la sexualité humaine, c'était un entomologiste, un spécialiste des guêpes, qui a été recruté par la CIA et financé par Rockefeller pour dire que les enfants sont sexuels dès la naissance, à partir de quoi il a révolutionné la perception américaine puis mondiale de la sexualité. Excusez-moi, j'ai l'impression que le son n'est pas terrible. Est-ce que le... On peut mettre le micro, justement. Pardon? Votre micro est mieux, en fait. Celui-là est plus léger, mais je pense que maintenant, on va basculer sur le mode qui fait... J'ai l'impression que c'est pas terrible. Ouais. Après, il y a beaucoup d'enceintes aussi qui font que... Et sans micro, c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? Hein? On va essayer l'autre micro. Et vous entendiez bien? Bon, alors je veux bien. Non, celui-là. Voilà. Allô? J'ai l'impression que c'est mieux. Voilà. Alors... Voilà, c'est ça. Alors, Alfred Kinsey a publié en 1948 et 56 un rapport sur la sexualité des hommes et un autre sur la sexualité des femmes. Et il a prétendu, par la publication de ces rapports, introduire la science là où il y avait de la morale. Donc ça veut dire que la révolution sexuelle va transformer la sexualité en une matière d'où on va exclure la morale. Je ne sais pas si vous imaginez comment on peut prétendre à une chose pareille. La morale, c'est ce qui défend le bien et le mal. Comment peut-on... Je veux dire, la sexualité, c'est les rapports sexuels entre les gens. Parler sexualité sans parler morale, c'est une aberration. L'aberration a eu lieu, elle a cours, elle est toujours en cours. Alors, comment a-t-il fait son travail? Il a interrogé des milliers d'Américains et à partir de ces interrogatoires qu'il a fait, il a fourni des statistiques. Et des statistiques qui ont prétendu montrer une autre sexualité, montrer aux Américains une autre sexualité que celle qu'ils croyaient avoir. C'est-à-dire qu'il a renvoyé aux Américains une image d'eux-mêmes qui les a totalement traumatisés. Par exemple, il a dit la fidélité est un leurre, l'avortement est tout à fait courant, l'homosexualité, mais tout le monde s'y adonne. Enfin, et quand il a renvoyé ce portrait aux Américains, les Américains ont été absolument traumatisés. Et Judith Reisman, donc cette dame, voilà, qui est morte le 9 avril 2021, c'est-à-dire ça fait maintenant 4 ans, hein, elle a découvert que son travail était totalement frauduleux. C'est-à-dire que la révolution sexuelle qui a cours depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale est fondée sur une fraude. Et ce que je dénonce inlassablement depuis avant que j'ai rencontré Judith, mais en particulier depuis que je l'ai rencontrée, c'est les tenants et les aboutissants de cette fraude. Et une fraude qui impose, pour la rentrée prochaine, l'éducation à la sexualité aux enfants dès les petites classes. Voilà. Alors... Judith Reisman, elle a découvert que Playboy, le journal Playboy, faisait la promotion de plus en plus explicite du sexe avec les enfants. Et quand elle a découvert ça, elle ne soupçonnait pas l'existence de Kinsey. Alors comment l'a-t-elle découvert? Par une situation absolument dramatique.
Judith était une femme accomplie, heureuse autant qu'on peut l'être, un mari idéal, des beaux enfants, un travail qui lui plaisait, elle composait des chansons pour la télévision, elle gagnait bien sa vie, elle travaillait de chez elle, tout lui souriait, et un jour elle s'est rendue compte que sa fille aînée, âgée de 11 ans, était violée par le voisin du dessus qui en avait 13. À partir d'une découverte comme ça, le ciel vous tombe sur la tête, et quand elle a essayé d'expliquer à son entourage, indigné autant qu'on peut l'être, ce qui était arrivé à sa fille, elle s'est entendue dire par une tante qui habitait sur la côte ouest et une copine de classe, une copine de collège de son âge qui habitait sur la côte est, c'est-à-dire deux femmes de deux générations différentes qui ne se connaissaient pas. Les deux lui ont dit « Mais ma chérie, tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance et que ta fille l'a peut-être cherché. » Elle a dit « Ma fille cherchait à se faire chevaucher par un vaurien ?» Sûrement pas, certainement pas. Elle n'y a pas cru, mais elle a compris qu'il se passait quelque chose en Amérique qu'elle n'avait pas saisi, et le quelque chose, c'était Kinsey. Elle a quitté la télévision, elle a décidé de se consacrer, quand elle a découvert ce qu'il y avait dans Playboy, elle a décidé de se consacrer à l'étude, elle a voulu passer un doctorat en communication pour étudier l'impact de la presse du sexe, parce que Playboy c'est la presse du sexe, sur l'évolution des mœurs. C'est-à-dire qu'elle a quitté son travail, comme elle avait un mari qui gagnait bien sa vie d'une part et d'autre part, elle touchait des royalties parce qu'elle était auteure de chansons, elle a dit je peux me permettre, et elle a quitté son travail et elle est retournée sur les bancs de l'école, de l'université. En 1977, alors elle est née en 1935, en 1977, elle a découvert au Pays de Galles, où avait lieu une rencontre mondiale d'universitaires sur l'amour et l'attraction, elle s'est rendue compte que des universitaires prestigieux étaient en fait partisans de la sexualisation des enfants et qu'ils coopéraient avec la presse du sexe. C'est-à-dire qu'elle est allée à cette rencontre pour tenter de dénoncer la collusion entre la presse du sexe et les pédophiles, parce que c'est ça dont il s'agit. Elle s'est rendue compte que les universitaires qui étaient là, en fait, étaient d'accord. Et ça s'appelle crier dans le désert. Si vous dénoncez un truc et qu'on vous dit bah quoi, vous êtes contre, mais c'est très bien, je veux dire, les enfants ont droit à leur sexualité. Elle était absolument affolée, et elle a rencontré alors c'était à Swansea, dans le Pays de Galles, elle a rencontré un psychologue qui lui dit « Madame, il y a quelque chose qui vous échappe, vous n'avez sans doute pas entendu parler de Alfred Kinsey ». Elle disait « Non, bah écoutez, découvrez, allez-y voir et vous allez voir, vous allez comprendre ». Le mal portait donc un nom, et ce psychologue lui a dit « Écoutez, moi j'ai travaillé avec Alfred Kinsey et son collaborateur Wardell Pomeroy. L'un d'eux était pédophile, l'autre était homosexuel. Allez-y voir. » Et Judith lui a dit lequel était quoi. Elle m'a dit bah, écoutez, lisez, vous allez découvrir. L'homosexuel, c'était Alfred Kinsey. Donc elle s'est lancée dans la lecture de tout ce qui a été écrit pour critiquer les uns et les autres, et ensuite elle s'est lancée dans la lecture d'Alfred Kinsey, leur maître à tous. Alors, Alfred Kinsey, marié et père de famille, était homosexuel. Ça ne l'a pas empêché de faire des enfants avec sa femme. Enfin, vous savez, c'est quand même assez courant. Mais il était véritablement homosexuel de goût et de passion. Enfin, voilà. Alors, en février 1981, Judith a lu absolument effarée le rapport sur la sexualité des hommes, paru en 1948, c'est-à-dire de nombreuses années avant, et elle a découvert le tableau 34 dans le livre la sexualité des hommes, le rapport, enfin, comment ça s'appelle, The Human Male, enfin bon, le livre de Kinsey, le premier de ses rapports sur la sexualité des hommes. Il montre que des centaines d'enfants âgés de quelques mois à 14 ans sont présentés comme ayant eu des orgasmes. On trouve ça au cœur de son rapport. Donc, des enfants de quelques mois, des enfants de 2-3 ans, tant d'orgasmes en 24 heures, elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et en lisant bien les rapports, elle comprend quoi? Que sont présentés comme orgasmes, et c'est dans le livre en toutes lettres, des convulsions, des évanouissements, des tentatives de fuite, des hurlements, des crises de larmes et des crises d'épilepsie. C'est-à-dire qu'en lisant le rapport, qui a été vendu dans le monde entier à des millions d'exemplaires, elle comprend que tout ce qui se réfère à Kinsey pour dire « les enfants sont sexuels dès la naissance » correspond à une scène de viol collectif et de torture contre des enfants. Elle dit « mais comment se fait-il que personne n'a jamais vu ça ?» Vous imaginez, tout le monde a lu Kinsey, enfin tout le monde a lu, en tout cas tout le monde a acheté le rapport Kinsey,
Et personne n'a jamais dénoncé ça. Et elle a lu énormément, à ce moment-là, elle a lu énormément de livres très critiques sur Kinsey, des livres qui ont critiqué ses façons de faire, et elle n'a pas vu aucune critique de ce fameux tableau 34. Elle a écrit à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, Kinsey était mort. Il est mort en 56. Et là, nous sommes en 81. Alors, qu'est-ce qu'a fait en 81? Judith se trouve en Israël. Pourquoi? Elle a divorcé. Sa fille aînée, Jenny, est morte. Je n'ai pas su exactement pourquoi. Elle est morte. Elle est morte. Elle n'a pas atteint 25 ans. Et les trois autres filles de Jenny, alors c'est une famille juive américaine, alors ce sont des juifs de gauche, des juifs qui glorifiaient le camarade Staline. Enfin, c'est les grands-parents de Judith ont quitté la Pologne sous la Pologne tsariste à la fin du 19e siècle, et ils se sont installés en Amérique. Donc les deux parents de Judith sont natifs américains, et elle-même, elle est native américaine. Voilà. Mais ces filles ont fait le choix d'aller vivre en Israël. Voilà, c'est ascendance juive, donc elles sont parties vivre en Israël. Et en 1981, après son divorce avec Arnold Reisman, son nom de jeune fille, c'était Gelernter. Elle rejoint ses filles à Haïfa, et comme elle était titulaire de son fameux doctorat, elle a décidé d'aller faire de la recherche à l'université de Haïfa. Donc elle s'installe à Haïfa, et là, elle lit, elle relit, et elle se repasse le tableau 34 en disant « Mais qu'est-ce que j'ai devant les yeux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Et elle décide d'écrire à Paul Gebhardt. Paul Gebhardt, il est co-auteur du fameux rapport, et il est devenu, depuis la mort du maître, depuis la mort de Kinsey, il est devenu le directeur de l'Institut Reisman, de l'Institut Kinsey, l'Institut de sexologie à l'université de Bloomington, aux États-Unis. Donc elle lui écrit et elle lui dit voilà, comment avez-vous obtenu ces données sur les orgasmes des enfants? La question est bien posée. Vous dites qu'ils ont eu des orgasmes. Comment avez-vous fait? Réponse. Grâce à la collaboration de parents, d'enseignants en maternelle ou en primaire et d'homosexuels, qui ont utilisé des techniques orales et manuelles pour déclencher des orgasmes dont l'apparition et la durée ont été chronométrées. Est-ce que vous imaginez l'horreur? Des techniques orales et manuelles sur des nourrissons, sur des bambins, sur des gamins et des préadolescents. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Elle vient de comprendre et de voir que des centaines de milliers de lecteurs du rapport n'ont pas vu avant elle. Des centaines de milliers de lecteurs. Elle en fait un rapport qu'elle dénonce, dans lequel elle dénonce cette collusion de la science avec le crime, parce que c'est ça dont il s'agit. Ces enfants ont donc été torturés et violés. Elle est invitée au 5e congrès de sexologie de Jérusalem qui se tenait précisément cette année-là. Donc elle était à Haïfa, elle va à Jérusalem, c'est un coup d'autobus, là, je l'ai fait souvent. Et arrivée au congrès de sexologie, où tout le Gotha sexologue du monde est là, elle dénonce ce qu'elle a compris et on la chasse. On la chasse. Quelques personnes s'approchent en disant « Oui, vous avez raison, c'est peut-être un peu abusif d'avoir manipulé ces enfants sans leur consentement. » C'est tout ce qu'elle a trouvé comme dénonciation de ce qu'elle a vu. C'est-à-dire qu'en fait, elle se trouve face à un monde de sexologie qui valide les façons de faire de Kinsey. Et elle a compris que ces enfants ont été violés et que ce qui va servir à sexualiser les enfants, c'est un crime. Un crime qu'il est impossible de dénoncer. L'homosexualité. Savez-vous que le combat pour la légalisation de l'homosexualité a commencé en Allemagne avant-guerre? En 1532, Charles Quint avait promulgué des lois criminalisant les relations entre les hommes. À la fin du XIXe siècle, ces lois sévissaient encore. Et selon l'article 143 du Code pénal, les contrevenants encouraient 3 à 6 mois de prison. Cet article sera repris en 1871 et deviendra le paragraphe 175 du Reich, le fameux Reich, dont il sera question ici. Cet article 175 brisait des vies par le chantage qu'il laissait exercer sur des adultes consentants. Et je reconnais, en lisant un certain nombre de témoignages, que des homosexuels pouvaient se faire piéger par des gens qui leur disaient « Bon, maintenant que j'ai la preuve,
tu me verses tant et je ne te dénoncerai pas. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'Allemagne de ces années-là un mouvement de plus en plus organisé visant à vouloir dépénaliser les relations entre adultes consentants, ce qui est quelque chose qui est à mon avis recevable et qui tenait la route. Alors, un mouvement d'émancipation se développa qui vit des médecins, des intellectuels et des personnalités diverses, concernés ou non par l'homosexualité à titre personnel, qui se mêlaient pour réclamer l'abrogation d'un article de loi qui se mêlait de relations entre adultes consentants, c'est-à-dire qui ne les regardaient pas. Un juif communiste qui s'appelait Magnus Hirschfeld fut le militant de l'émancipation sexuelle et il a pris la tête de ce mouvement. Le combat pour l'émancipation sexuelle en Allemagne fut donc un combat pour la suppression de l'article 175 et la dépénalisation de l'homosexualité. C'est-à-dire que la prémisse de la révolution sexuelle en Allemagne, c'est dépénalisons l'homosexualité. C'est un combat de gauche s'il en fut. Il faut savoir que l'actuel Parti socialiste allemand, le SPD, attribue chaque année un prix Magnus Hirschfeld, du nom du monsieur, à des personnes ou des associations qui ont bien mérité du militantisme LGBT. La République fédérale d'Allemagne elle-même a émis un timbre en son honneur en 2018. Qui était ce Magnus Hirschfeld pour lequel on fait des timbres et des cérémonies souvenirs? Né en 1868, il cocha toutes les cases qui allaient faire de lui un ennemi du régime nazi, dont la République de Weimar allait accoucher. Il était homosexuel, juif et communiste. Ça faisait quand même beaucoup pour un seul homme. Il a créé en 1897 une Ligue internationale de réforme sexuelle et en 1908 une revue de sexologie, le Zeitschrift für Sexualwissenschaft. Et il a fondé à Berlin en 1919 son institut de sexologie. Donc la révolution sexuelle, homosexuelle disons, va commencer en Allemagne. Son institut de sexologie fut brutalement décapité en mai 1933 par l'irruption des jeunes hitlériens qui se ruèrent sur lui pour en brûler les livres. Vous avez déjà vu cette ruée des nazis qui ont brûlé des livres juifs. Ce n'était pas que des livres juifs, c'était des livres de Magnus, enfin, rassemblés par Magnus Hirschfeld sur la révolution sexuelle. Que disait Magnus Hirschfeld de l'homosexualité? Tenez-vous bien, accrochez-vous. Il disait en 1914 que l'homosexualité était si naturelle qu'en Chine, des bordels portuaires proposaient aux garçonnets de 12 ans, proposaient des garçonnets de 12 ans que les parents livraient eux-mêmes. Ce qui, nous dit-il, montre bien à quel point le peuple est peu choqué par les rapports homosexuels. C'est-à-dire que Magnus Hirschfeld ne faisait pas de différence entre pédophiles et homosexuels. C'est lui qui le dit, hein. C'est pas moi là. Vous êtes d'accord? Il afficha sa proximité avec un Anglais appelé Havelock Ellis, avec qui il fonda en 1921 la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle, qui produisait une abondante littérature faisant état d'enfants sodomisés depuis leur plus jeune âge, qui se développèrent de façon admirable, firent des belles carrières, des beaux mariages, des beaux enfants, et ne portèrent jamais les stigmates d'un supposé traumatisme. C'est-à-dire qu'il fit la promotion de la sexualité avec les enfants dont il prétendit qu'ils ne portaient aucune séquelle. Comme fera à sa suite Alfred Kinsey, Hirschfeld publia les résultats d'une enquête faite auprès de milliers de patients, parce que dans son institut de sexologie, on venait se faire soigner de ces troubles de la sexualité. Donc, il a fait une enquête auprès de milliers de patients et il affirmera à la suite de cette enquête que les homosexuels étaient 27% de la population allemande. À qui voulez-vous faire croire une chose pareille? 27%, c'est près de 1 pour 3. C'est pas crédible. C'est pas crédible. En tout cas, c'est ce qu'il a publié. On retrouve la patte de Magnus Hirschfeld dans la promotion de la dépénalisation de l'avortement, la stérilisation des inadaptés, l'eugénisme, hein, d'actualité, le changement de sexe et enfin l'éducation sexuelle des enfants. Tout le programme en cours était en germe dans l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld. Un homosexuel anglais appelé Isherwood, il est l'auteur de la nouvelle dont on fera le film Cabaret, a raconté sa visite à l'Institut Hirschfeld, où il est allé dans les années 30, enfin, fin des années 20, début des années 30. Il vit, donnant sur des pièces élégamment meublées, des portes derrière lesquelles des hommes exposés nus au milieu de chaînes, de fouets et autres instruments de torture étaient en cours de thérapie. D'accord? On venait se faire soigner ces troubles sexuels sur des espaliers, enfin, je ne vous donne pas les détails, vous avez compris, j'imagine. Et un écrivain, Hans Blüher, raconte: on m'a mené au bureau du sage de Berlin,
Salle de Berlin, c'était Hirschfeld. Assis dans un fauteuil couvert de soie, les jambes repliées comme un Turc, se trouvait un individu aux lèvres gonflées et à l'air rusé, au regard vaguement convoiteux, qui m'a offert une main charnue et qui s'est présenté comme le docteur Hirschfeld. Le premier à me saluer était un caporal avec une voix très grave, mais qui portait des vêtements de femme, un travesti, dont le surnom était Tante Magnésia, comme lui a dit le docteur Hirschfeld, qui nous présenta. Puis un très beau jeune homme fit son apparition, un hermaphrodite, dit Hirschfeld. Pourquoi ne venez-vous pas de me voir demain durant mes heures de bureau? Vous pourrez le voir nu à ce moment-là. Un gentleman plus âgé, ayant environ 60 ans, récitait un poème à un jeune de 16 ans plein de désir. J'ai soudain réalisé que j'étais au milieu d'un bordel. L'Institut de sexologie. Un bordel pour hommes et pour garçons, où tout ce que le sadomasochisme pouvait inventer était à la disposition d'une clientèle qui venait là pour se faire soigner de ses troubles sexuels. L'Institut de Magnus Hirschfeld faisait la promotion du sexe dégénéré, des hommes habillés en femmes, de l'érotisme sadomasochiste, de la pédophilie et de toutes les perversions que les amateurs venaient trouver à Berlin en général et chez lui en particulier. On accourait de l'Europe entière pour s'encanailler à Berlin, devenue la capitale mondiale du vice décomplexé. Voilà pour l'Allemagne. Le 20 mars 1969, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le recteur du département pédiatrique de l'université et directeur de la branche américaine de Planned Parenthood, le docteur Richard Day, donne la conférence trimestrielle. Planned Parenthood, c'est la parentalité planifiée, ça donnera en France le planning familial. Donc, ce monsieur, Richard Day, est directeur de Planned Parenthood et il vient faire une conférence en 1969. Il explique à son public que dans une démarche bienveillante de confrères et amis, il y a là ses confrères médecins comme lui et ses étudiants ou d'anciens étudiants, il vient les prévenir de l'arrivée de changements drastiques auxquels, dit-il, il vaut mieux être préparé. Il demande aux 80 personnes présentes de ne pas prendre de notes ni d'enregistrement car cela pourrait se retourner contre lui. Un de ses ex-étudiants, qui deviendra le docteur Lawrence Donegan, écrit tout de mémoire le soir même et il publiera ses notes 20 ans plus tard sous le titre « Le nouvel ordre des barbares ». Quel est le but du programme qu'annonce le professeur Richard Day? Il dit « Il faut réduire drastiquement la population mondiale ». C'est la raison d'être de Planned Parenthood, association eugéniste créée à cette fin en 1919. Le planning familial a été créé en 1919 dans le but de réduire la population mondiale et pas libérer les femmes, d'accord? Ça, c'est autre chose. Donc, pour réduire la population mondiale, dont il prétend qu'on va être submergé, enfin tout ça, ça a toujours été des statistiques mensongères. Toutes les statistiques dont il est question dans ces sujets-là, elles sont toujours mensongères. Pour réduire la population mondiale, il explique qu'il faudra rendre les gens malades et les empêcher de se soigner, raréfier la nourriture, diaboliser la tradition, interdire l'accès au savoir, confiner les gens et les empêcher de circuler. Ça vous rappelle rien, c'est un petit peu quand même. Contrôler l'argent, la vie quotidienne, les pensées, les loisirs, les mouvements, introduire massivement la drogue et l'interdire pour créer le besoin, le trafic et le chaos qui va avec. Faire des constructions publiques défectueuses qui verront s'effondrer des ponts ou des immeubles pour ancrer dans la population un sentiment permanent d'insécurité. Aux deux extrémités de la vie, le contrôle des naissances et l'euthanasie des vieux. En matière de sexualité, inutile de chercher à interdire les rapports sexuels, l'attraction ne peut pas être combattue. Il faudra donc la détourner. Au XIXe siècle, l'anglais Malthus avait imaginé de réduire l'activité sexuelle en repoussant l'âge du mariage. Planned Parenthood, le planning, qui deviendra le planning familial en France, a trouvé mieux. On va au contraire augmenter l'activité sexuelle, mais en la déconnectant de la reproduction, ce sera la reproduction sans sexe et le sexe sans reproduction. Diffuser la contraception et en faire la promotion partout, en tout lieu, tout le temps, sera le début. Contraception, contraception.
à l'école bien sûr, donc on introduira l'éducation à la sexualité à l'école, ou des cours d'éducation sexuelle en expliqueront le fonctionnement. Il faudra promouvoir l'avortement comme un droit fondamental accessible à toutes, à n'importe quel âge. Et enfin, on va promouvoir l'homosexualité. Les homosexuels devront être visibles, promus, choyés, protégés. Ils le seront. C'est au programme de 1969. En 1990, après avoir été chassé du congrès de sexologie de Jérusalem et mis au banc de l'université par une campagne médiatique ordurière sans précédent, financée par la presse du sexe, Judith Reisman réussit à mobiliser autour de son nom des intellectuels de conscience qui rejoignent son combat. Je m'explique. Judith Reisman, après sa sortie à Jérusalem, a été contactée par le ministère de la Justice américain, qui en a entendu parler, parce qu'une censure n'est jamais totale. De retour aux États-Unis, ils lui disent « Madame, ils éliminent ses diplômes, son cursus. Votre travail sur la presse du sexe et son implication dans l'introduction de la... » Vous savez, dans le journal Playboy et autres de ce type, régulièrement, on voit des petits dessins qui montrent des petites filles avec des vieux monsieur, des petits gars, etc. Et c'est petit à petit comme ça, c'est subreptice et ça passe de plus en plus. Et d'ailleurs, sa fille a été violée par un gamin qui avait accès à Playboy. Le gamin qui a violé la petite Jenny, il avait 13 ans et il avait accès à la pile de Playboy sur la table de nuit de son père. Donc c'est à partir de là qu'elle a fait ses études. Donc le FBI et le ministère de la Justice, et notamment l'Office de protection de la jeunesse américaine, quand ils entendent la sortie de Judith, eux, ils savent que les enfants sont de plus en plus sexuellement agressés et ils ne savent pas pourquoi. Ils ont trouvé, donc il se rapproche d'elle et il lui propose une bourse très importante et un contrat avec une université pour qu'elle puisse faire une recherche qui va véritablement engager le ministère américain de la Justice pour la protection des mineurs. Une campagne sans précédent va s'abattre sur elle. Elle sera obligée de... Alors, elle ne touchera pas l'argent, elle sera renvoyée de l'université, elle sera même désavouée par plusieurs personnes du ministère de la Justice, et une campagne ordurière qui va durer 2 ans, au cours desquelles 70 000 $ par mois ont été employés pour la discréditer auprès de tous les médias. Elle a subi 3 auditions hostiles au Congrès américain, où on a raconté des horreurs sur elle, qu'elle n'avait pas ses diplômes et tout. Alors vous pensez bien que le ministère de la Justice, il le savait qu'elle avait ses diplômes. C'est évident. Mais une campagne ordurière, c'est une campagne ordurière. Elle s'est retrouvée absolument toute seule. Elle ne pouvait plus être embauchée par aucune université. L'université qui l'avait embauchée l'avait chassée en lui volant ses documents. C'est absolument effroyable. Effroyable ce qu'elle a subi. Et figurez-vous que seule debout au milieu de la tourmente, elle a reçu un coup de fil d'un monsieur qui lui dit « Madame, je suis au courant de ce qui vous arrive. Je suis Jerry Falwell, je suis directeur de l'université Liberty. » C'est un baptiste, un protestant. Il lui dit « Je vous donne un secrétariat, un bureau, des ordinateurs, de l'argent. Je vous envoie mon avion. Venez chez moi. Une seule condition, vous ne dites pas que c'est moi. » Elle dit « D'accord. » Et elle a pu recommencer. Et elle a recommencé. Et elle est restée à l'université Liberty jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui s'appellent des miracles. Et ça veut dire qu'au milieu de toute cette tourmente, il suffit d'un ici, un autre là, un autre là. Et Judith a réussi à s'agréger des gens absolument étonnants avec lesquels elle a collaboré jusqu'à la fin. Alors, elle a réussi à mobiliser autour de son nom des intellectuels de conscience qui ont rejoint son combat. Notamment un certain Edward Eichel, avec lequel elle a co-signé un livre qui s'appelle Kinsey, Sex and Fraud, que je ne vous traduirai pas, vous avez compris, et qui a été publié avec le soutien des docteurs Gordon Muir et John Hugh Kurt, c'est-à-dire que des chercheurs, des gens titulaires de doctorat, on dit PhD en américain, des doctorats, ont rejoint Judith en lui disant « Nous rejoignons votre combat, nous voulons dénoncer l'imposture Kinsey ». Alors, à part Edward Eichel lui-même, ces mousquetaires de la vérité avaient en poche tous un doctorat dont il était impossible de remettre en cause leurs compétences. Ils venaient du milieu universitaire dont ils allaient entamer la crédibilité. Parce que le milieu universitaire s'est rendu coupable de trahison répétée, et pas que le milieu universitaire américain. Le milieu universitaire français, c'est un scandale.
Il n'y a pas une université en France qui a repris les travaux de Judith Reisman et qui a essayé de la faire traduire. C'est Marion Sigaud qui a fait traduire Judith Reisman par Contre-culture. C'est quand même un peu fort, non? C'est quand même un peu fort. Avant que j'arrive, Judith Reisman n'a jamais été traduite en français. Ça manque de chercheurs en France, ça manque de psychologues, ça manque de... Attendez, c'est quoi cette histoire? C'est invraisemblable. Donc, le parcours de ce fameux Edward Eichel est particulier. À l'origine, il a été un dessinateur de talent qui a exercé à Salzbourg et à Paris. Il a été dessinateur de presse au procès d'Eichmann à Jérusalem. L'évolution de l'art l'a éloigné de la discipline et il a orienté son intérêt sur la sexologie qui était en plein développement. Alors, pourquoi je vous parle d'Edward Eichel? Parce qu'il est devenu psychothérapeute à New York et qu'il a suivi tout le cursus de formation à la sexologie tel que présenté par tous les éminents sexologues devenus sexologues à la suite de Kinsey. Le centre d'intérêt de Edward Eichel, c'était la compatibilité entre les hommes et les femmes. Et au fur et à mesure qu'il suivait tous ces cursus proposés par les tenants de la sexologie moderne, il a observé que la compatibilité entre les hommes et les femmes n'était pas et de loin l'objectif d'une certaine sexologie dominante et passablement agressive. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il était le seul à chercher des solutions aux problèmes sexuels entre les hommes et les femmes, et que tous les autres, ils parlaient de quoi? De l'homosexualité. C'était le cœur du débat. Il a enquêté sur ce qu'il percevait comme un agenda caché, et c'est ça qui l'a mis sur la route de Judith. Le livre Kinsey, Sex and Fraud a été le premier développement écrit de ce que furent les découvertes de Judith sur l'imposture Kinsey. On y dénonce dans ce livre toute référence à l'appui, la malhonnêteté des rapports, la fausseté des statistiques. Alors vous savez comment il faisait des statistiques sur les hommes? Il a fait des statistiques sur la sexualité des hommes pendant que les hommes étaient en Europe, pendant la guerre. Où étaient les hommes valides? Ils étaient en Europe. Qu'est-ce qui restait? Vous savez où il est allé chercher des hommes? Dans les prisons. Dans les prisons. Aller raconter la sexualité des hommes dans les prisons, à votre avis, ça porte sur quoi? Et ces statistiques sont tous frauduleuses comme ça. Il est allé interroger des prostituées et il en a sorti des statistiques sur la fidélité des femmes mariées. Tout est faux. Dans le rapport Kinsey, tout est faux. Alors ça a été mélangé, hein. Il n'a pas sorti des 90%, mais il a mélangé des données fausses avec des données vraies, et toute son étude statistique est rien moins que scientifique. Enfin, le livre dénonce véritablement cette fraude. Et Edward Eichel, qui est co-signataire de Kinsey, Sex and Fraud, lui, il a découvert le parti pris hétérophobe d'une équipe qui relègue l'amour d'un homme et d'une femme à la marge dans un océan de pratiques hier poursuivi et désormais promu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que se développe la sexologie, se développe l'homosexualité promue en long, en large et en travers. Alors, que dit Kinsey de la sexualité? Le sexe, selon Kinsey, serait un simple exutoire dont on peut relever 6 formes majeures. La masturbation, les émissions nocturnes, les caresses hétérosexuelles, les rapports hétérosexuels, les rapports homosexuels et les rapports avec les animaux. Pour Kinsey, la sexualité, c'est ça. Si vous cherchez à lire quelque chose sur les rapports conjugaux, rendez-vous à la fin du livre, il doit y avoir un paragraphe. Dans ces rapports qui sont bidonnés de bout en bout, on trouve un leitmotiv destiné à tout renverser, qui dit « Un homme sur 10 est ou a été homosexuel, et l'homme normal est avant tout bisexuel. » C'est-à-dire que tout Kinsey va promouvoir l'homosexualité par tous les moyens disponibles. Un homme sur 10, le chiffre est phénoménal. C'est énorme. C'est énorme. 1 sur 10, ça veut dire qu'ici, il y en a combien? Alors, pour Kinsey, l'hétérosexualité n'est qu'une simple option dans une gamme de comportements acceptables. L'hétérosexuel, c'est celui ou celle qui est sexuellement attiré par le sexe opposé. Et ce qui tombait sous le sens hier, il y a 2 sexes, X et Y, la sexualité, c'est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui concourent au rapprochement des sexes et à la reproduction des sexes, et de l'espèce, je veux dire, est devenu objet d'une spécification. Donc il va y avoir hétérosexuel et homosexuel. Hétérosexuel, c'est une catégorie parmi d'autres. Or, c'est à Alfred Kinsey qu'on le doit, étant même qu'aux États-Unis, à tout le moins, les enfants sont tenus de savoir ce que c'est que l'échelle de Kinsey dont on apprend l'usage à l'école. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échelle de Kinsey? Il s'agit d'un diagramme
présentant 7 graduations qui vont de 0, 0 signifie exclusivement hétérosexuel, à 6 qui est exclusivement homosexuel. 0, 6. Donc 0 purement hétérosexuel et 6 purement homosexuel. Et entre les deux, plus ou moins homosexuel, puisque ça monte. D'accord? Ça veut dire que entre les deux, on passe par un intérêt progressif pour les partenaires du même sexe. L'inventeur de l'échelle de Kinsey, c'est celui qui l'a rempli pour la société américaine, et les enfants sont sommés d'admettre, et toute l'agence sexologique l'a fait, que 10% des Américains sont plus ou moins exclusivement homosexuels, c'est-à-dire qu'ils se situent dans la partie droite de l'échelle, laquelle est presque totalement remplie par des gens qui sont donc bisexuels. L'échelle de Kinsey serait la preuve, alors que c'est complètement bidonné, on a compris, que la norme est essentiellement bisexuelle et que les hétérosexuels sont à la marge. L'échelle que Kinsey a élaborée à partir de ces entretiens bidonnés montre qu'on ne saurait séparer, dit-il, les populations entre homo, bi ou hétéro, tout le monde ou presque étant un peu tout ça, plus ou moins, plus tôt ou plus tard. Si on ne le savait pas avant que Kinsey ne nous le dise, ce serait à cause de la répression sociale qui interdit d'exprimer une sexualité non reproductive. Nous deviendrions sexuellement ce qu'on nous a permis d'être. Il fallait tout revoir. On a tout revu. Donc on entre maintenant dans une société où hétérosexuel, c'est une option parmi toutes les autres. L'activisme homosexuel, qu'on appelle désormais gay, allait permettre de mettre en marche une machine qui bouscula puis à pas toutes les références auxquelles on est habitué. En 1964 fut créé le Conseil de l'information et de l'éducation sexuelle des États-Unis, le CIECUS, par la présidente de Planned Parenthood, Marie Calderon, qui lança la campagne en direction des enfants. Désormais, dit-elle, il faut s'emparer de l'éducation sexuelle à l'école, dès les petites classes, puisque les enfants sont sexuels dès la naissance, comme on a vu. Donc en 1964, on décide de sexualiser les enfants à l'école. On va inculquer aux jeunes et leur entrer dans la tête de gré ou de force que l'hétérosexualité et l'homosexualité ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que la norme est la bisexualité. Il y en a combien parmi vous qui ont essayé? La majorité, l'écrasante majorité à Londres. Une forte pression des activistes gays se réclamant de Kinsey intimida puis exclut du groupe de travail sur l'homosexualité de l'Institut de la santé mentale tous les psychologues cliniciens qui n'allaient pas dans leur sens. Donc vous aviez aux États-Unis un institut de la santé mentale dans lequel les partisans de l'homosexualité ont fait un entrisme actif et très efficace. Cela conduisit, le 14 décembre 1973, à la décision de l'Association américaine de psychiatrie, l'APA, de retirer l'homosexualité de la liste des pathologies. Citons ici le commentaire du psychiatre Charles Socarides. Écoutez bien ce qu'il dit. Au début de 1972, alors que le docteur William Masters, alors Masters c'est celui du... Il y a eu le rapport Kinsey et ensuite le rapport Masters et Johnson. Donc le docteur Masters. Lorsque le docteur William Masters a annoncé à la presse nationale que l'homosexualité était un acte sexuel naturel et que, par voie de conséquence normale, il a élevé le statut de l'anus au niveau de celui du vagin. Ce qui était jusqu'alors un organe purement excréteur est devenu un organe génital par décret. Un mouvement au sein de l'APA a accompli ce que toute société, à de rares exceptions près, aurait tremblé à l'idée de toucher, à savoir la révision d'un code et d'un concept de base de la vie et de la biologie, que les hommes et les femmes s'accouplent normalement avec le sexe opposé et non entre eux. C'est-à-dire par une entourloupe au siège de l'Association de psychiatrie américaine, on a renversé les normes. 4 ans plus tard, une enquête menée auprès de 2500 psychiatres conclut par 69% contre 18% avec 13% d'incertitude que l'homosexualité était pathologique. C'est-à-dire que le vote de 1973 avait été une entourloupe, les psychiatres n'étaient pas d'accord, mais le texte était passé et il n'a jamais été révisé. C'est-à-dire qu'en 1973, on a décidé à l'échelle mondiale de promouvoir l'homosexualité comme normale.
L'hétérosexualité a donc commencé à être présentée comme obligatoire et allait bientôt être présentée comme pathologique. Et ça, Edward Eichel y est pour beaucoup dans la dénonciation de ces façons de faire. Les homosexuels commencèrent, alors les homosexuels organisés, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, bien évidemment, je parle des activistes homosexuels, ont commencé à se dire les victimes de discrimination et de dénoncer l'homophobie comme la source de tous leurs maux. C'est là que le mot est apparu. Des pédophiles furent inclus dans les séminaires de formation des futurs éducateurs sexuels, et c'est là qu'on va former des éducateurs sexuels à grande quantité, pour qu'ils aillent dans les écoles. Et ils affirmèrent que les relations sexuelles avec les enfants n'avaient rien de dangereux. Alors, il faut savoir, même si ce n'est pas reconnu, que derrière tous les lobbies homosexuels sont planqués les lobbies pédophiles. Ils sont juste derrière. Qu'on les invite ou pas, ils sont là. Sans aucun autre fondement scientifique que les fraudes de Kinsey, la formation des éducateurs sexuels déversa à grand flot ses conclusions aberrantes dans la tête des futurs formateurs en éducation sexuelle. Le docteur Calderwood, membre actif du CIECUS, alors le CIECUS, c'est ce fameux... le CIECUS, il est encore actif à l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Le CIECUS, c'est l'organisme qui se charge de l'éducation sexuelle des enfants à l'école. La première subvention du CIECUS est venue de Playboy. Hugh Hefner. Donc le docteur Calderwood, qui était membre actif du CIECUS et enseignant à l'Université de New York, a organisé pour les futurs cadres de cette nouvelle discipline, où seraient donc formés les formateurs en éducation sexuelle, des séminaires au cours desquels les étudiants entièrement nus devaient explorer, y compris les yeux bandés, les organes génitaux les uns des autres, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et vous voulez devenir sexologue? C'est par là qu'il faut passer. Edward Eichel raconte: je l'ai suivi, c'est de la foutaise, c'est de la manipulation, de la superficialité, ce n'est pas de la science, c'est de la propagande. Il n'aura de cesse de dénoncer l'agenda caché de toute cette affaire, mettre l'homosexualité dans la norme et en exclure de facto l'hétérosexualité. Écoutez bien ce que disent ces gens. Nous avons longtemps posé la question pourquoi certaines personnes sont-elles homosexuelles, alors que nous devrions plutôt nous demander pourquoi certaines personnes sont-elles hétérosexuelles. Et c'est ce qu'a déclaré un membre de la Society for Scientific Study of Sex en charge d'élaborer les programmes universitaires de formation à la sexualité humaine. C'est dans toutes les instances. Un certain Kenneth George, en charge du programme d'éducation à la sexualité au CIECUS, a écrit que, je cite, « de manière significative, dans les sociétés sexuellement non répressives, seuls 1 ou 2% se situent dans l'une ou l'autre extrémité du continuum, ce qui signifie, fin de citation, ce qui signifie que sans la répression sociale, seuls 1 ou 2% de la population n'auraient pas de relation homosexuelle. » Vous le croyez? Mensonge. Il est clair, pour tous ceux qui se sont penchés sur la chose, que c'est faux. Jamais le panel de gens interrogés n'a été représentatif. Kinsey a mis dans son rapport ce qu'il voulait y voir. Judith Reisman, la belle Judith, faisait état d'une statistique émanant d'une école de droit californienne, le Williams Institute, qui dit que, alors tenez-vous bien, ça c'est la statistique telle qu'elle a été faite sur des années à partir d'une école de droit américaine, le Williams Institute, dit qu'environ 3,5% des adultes se considèrent comme homo ou bi et 0,03% comme tombés dans le mauvais genre, transgenre. Les bi sont 1,8% d'une population donnée et les homos 1,7%, ni plus ni moins. Tout le reste est propagande. L'apparition du sida dans les années 80 allait fournir, 30 ans après la mort de Kinsey, une occasion en or pour promouvoir cette nouvelle perception de la sexualité et de la vie. La directrice du CIECUS loua cette opportunité exceptionnelle. Ah, vive le sida! Vous vous rendez compte? L'opportunité exceptionnelle qui, en rendant l'éducation sexuelle obligatoire dans les écoles publiques à New York, permit de promouvoir la nouvelle idéologie pendant les heures de cours. Les faux rapports Kinsey servaient de référence à tout le monde et des parents sidérés ont pris connaissance de ce qu'on disait à leurs enfants derrière leur dos. Je vous parle début des années 80. En avril 88, la presse révéla la teneur d'un manuel destiné aux adolescents
et financée par les fonds publics. Entraide et partage mutuel, une unité d'éducation pour les adolescents disait que, je cite, « Les adolescents gays et lesbiennes sont tout à fait normaux, leur attirance sexuelle pour les membres du même sexe est saine. » Alors vous envoyez vos gosses à l'école et on leur apprend ça derrière votre dos. Or, les adolescents étaient la cible, ces adolescents étaient la cible de la haine, des préjugés, de la violence, de ce qu'on appellerait désormais l'homophobie. Donc les homosexuels étaient normaux et les homophobes étaient des malades. Et vos gosses reviennent de l'école où on leur explique « racontez pas ça à la maison ». C'est entre nous. Les auteurs du manuel assurèrent qu'il fallait bien aider les enseignants à soutenir les adolescents homosexuels en classe. Parce que maintenant, en classe, vous avez des adolescents homosexuels. Ah bon? Depuis quand? Depuis qu'on leur parle de ça? Depuis qu'on leur bourre la tête avec ça? La presse enquêta et découvrit que dans ces manuels et dans ces classes, on désignait les enfants hétérosexuels comme ceux qui croient qu'ils sont hétérosexuels. Tout étant fait pour les pousser à faire l'expérience. Cette promotion souleva l'indignation des autorités et du public. Le projet avait mis 3 ans à être élaboré au nez et à la barbe des autorités, à qui on n'avait pas montré de quoi il s'agissait. Des complices dans la place avaient permis de faire passer le programme. Celui-ci était clairement de mettre l'accent sur la lutte contre l'homophobie, autre mot pour dire promotion de l'homosexualité par tous les moyens, bien caché derrière les mots d'éducation au mariage, à la vie familiale et à la sexualité. Alors, mesdames et messieurs, vos enfants vont avoir des cours d'éducation au mariage, à la vie familiale et à la sexualité, où on va leur expliquer que s'ils croient qu'ils sont attirés par le sexe opposé, ils ont tort. Mais c'est ça. Les activistes gays ont méthodiquement pris le contrôle des postes administratifs et des organisations sexologiques. Et ils ont fait croire que leur prise de position était celle de toute la profession. Ils promurent un livre intitulé « Le plaisir anal et le sexe », qui concluait bien sûr que tout allait bien à la condition d'utiliser un préservatif. Ils firent circuler un pamphlet pédagogique à l'usage des adolescents intitulé « À propos de ta sexualité », qui en était à sa 4e réédition en 1983 et proposait des accessoires qu'on retrouvait dans les catalogues de matériel pornographique. La justification de ces assauts contre la sexualité naturelle était la lutte contre l'homophobie et la promotion de la vraie nature des gens, la bisexualité. On serinait aux adolescents visés. Écoutez bien, je cite, « En moyenne, 1 personne sur 10 est homosexuelle. Parmi les membres de votre famille, vos amis, vos collègues, les personnalités que vous admirez, 1 sur 10 est homosexuelle. Si certains ont été aigris par les préjugés de la société, la grande majorité des gays mènent des vies diverses, bien ajustées et satisfaisantes. Les homosexuels sont fiers de l'être, ils sont fiers d'avoir appris la vérité sur eux-mêmes, en dépit de l'oppression et des mensonges de la société. » Horrifiés, fin de citation, horrifiés, les autorités exigèrent le retrait de tous ces manuels, dont ils comprirent que les jeunes étaient chaudement exhortés à ne pas les montrer à leurs parents. Dans la préface de l'édition de 1983 du manuel destiné à tous ceux qui animent les cours à la sexualité, c'est-à-dire les futurs éducateurs, il est dit « Pour préparer les élèves à aborder les thèmes de la bisexualité et de l'homosexualité, utilisez le tableau qui représente l'échelle hétérosexuelle-homosexuelle pendant que vous lisez la citation suivante du rapport Kinsey. Les êtres humains ne représentent pas 2 populations distinctes, hétéro et homosexuels. Le monde vivant est un continuum de chacun de ces aspects. Et quiconque n'était pas d'accord serait déclaré homophobe. » En France, en 1992, a eu lieu une réhabilitation absolument ahurissante d'un monsieur qui s'appelait Gilles de Rais. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Dans le cas comme dans l'autre, oui ou non, je vais vous raconter de quoi il retourne. Un carteron d'intellectuels de gauche, francs-maçons et socialistes pour la plupart, c'est comme ça, décida de laver l'honneur perdu d'un maréchal de France injustement exécuté au Moyen-Âge pour des crimes imaginaires. Oh! Le maréchal, héros de la guerre de 100 ans et compagnon de Jeanne d'Arc, avait été injustement harcelé et poursuivi par un ecclésiastique félon qui en voulait à sa fortune. Un tribunal de l'Inquisition, l'Inquisition c'est quoi? Torture, machin et tout, c'est affreux l'Inquisition, hein, c'est les curés sadiques, c'est l'Inquisition. Un tribunal de l'Inquisition l'avait fait torturer pour avoir ses aveux qui servirent à le faire condamner.
Vous savez, quand on torture quelqu'un, on peut bien l'obtenir de lui qui dise ce qu'on veut. On est bien d'accord. Je pense que tout le monde a compris le principe. Même si l'événement était ancien, 1440, on était en 1992, la réhabilitation du héros pouvait avoir une vertu pédagogique et permettre de promouvoir une région à haut potentiel touristique, le pays de Ré, le sud de la Bretagne, le nord de la Vendée, et montrer au public qu'un déni de justice pouvait être réparé même longtemps après les faits. Important, c'est important, pédagogique. À la manœuvre, un écrivain touche-à-tout et poète, un certain Gilbert Proto, entouré de plusieurs avocats de haute volée et de hauts personnages comme le professeur Henri Laborie. Vous connaissez, vous avez entendu parler d'Henri Laborie. Quelques ministres ou anciens ministres et sénateurs, et même le grand maître de la Grande Loge de France, le sexologue Pierre Simon, sexologue. Alors lui, la sexologie française, il est au milieu. On l'a surnommé le Kinsey français. Pierre Simon fait partie de ce comité de réhabilitation de Gilles de Rais. Alors, le nom du héros, c'est Gilles de Rais, connu comme le plus épouvantable pédocriminel de notre histoire. Il aurait sodomisé, torturé, égorgé, abominablement fait souffrir plus de 200 enfants, enlevés sur ces terres pour satisfaire sa passion pédophile. Plusieurs personnes avaient déjà essayé de remettre en cause le jugement qu'il envoyait au bûcher en 1440, mais en 1992, on allait recommencer. Parce que quand même, 92, il y a une chose importante, c'est de réhabiliter un pédocriminel. Non, il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait, disent-ils. Alors, on a recommencé aux frais de la République. Ça s'est fait dans les locaux du Sénat. Oui. Tout vérifié, c'est absolument. Le Sénat a abrité un tribunal arbitral de réhabilitation du pédocriminel Gilles de Rais. Non, il n'était pas pédocriminel, il n'avait rien fait. Rien. Quelques faits incontournables sur cette affaire. Aucun historien n'a été convié à éclairer la cour. Vous avez une cour, un tribunal arbitral, c'est-à-dire qui va fonctionner comme un tribunal, sauf que ses décisions seront purement symboliques. Un tribunal arbitral se déplace, se constitue pour juger un cas qui a eu lieu 500 ans avant, et on n'appelle aucun historien. Un historien, ça va vous donner au moins le contexte. Pas besoin. Il n'y a même pas besoin. Donc, personne n'a été là pour éclairer la cour sur le contexte de l'époque, sur l'état des connaissances et sur ce qu'on trouvait aux archives. Alors, les plaidoiries pour la réhabilitation de Gilles de Rais furent des imprécations anticléricales qui mélangeaient tout et niaient l'évidence. Ce procès fut une mascarade aberrante que quelques historiens bien au fait du contexte démontèrent impitoyablement après coup. Parce que pendant, on ne les a pas entendus. Pourquoi j'en parle ici? Pour comprendre peut-être ce qui motivera ces notables à réhabiliter un pédocriminel de la pire espèce. Alors, c'est dans le livre de Gilbert Proto qui s'appelle « La gueule du loup », le malheureux est tombé dans la gueule du loup, qu'on peut trouver les arguments qui ont servi à réhabiliter le maréchal. Parce que ce tribunal arbitral a décrété qu'il était réhabilité, qu'il n'avait rien fait, qu'il avait été condamné par un tribunal félon, par un évêque, comment pouvait-on être évêque et avoir raison, enfin bon, c'est un délire complètement anticlérical, antichrétien. Et tous ces arguments qui ont servi à réhabiliter le maréchal, on les retrouve sous la plume de Gilbert Proto dans son livre « La gueule du loup ». Et dans son livre « La gueule du loup », il se met à différentes reprises à la place du maréchal en parlant comme s'il était lui. C'est-à-dire que en écoutant... Alors Gilbert Proto, il était l'alpha et l'oméga de ce tribunal arbitral. C'est lui, il était à la manœuvre, c'est lui qui a rassemblé tout le monde, c'est lui qui est allé voir les uns et les autres. Enfin, il était vraiment l'alpha et l'oméga de ce procès en réhabilitation. Donc ce livre est particulièrement instructif pour savoir ce qui s'est dit pendant le procès et quels sont les arguments qui ont été développés. Donc dans le livre, il se met à différentes reprises à la place du maréchal et il écrit à la première personne comme s'il était le maréchal. Alors le maréchal, il n'a rien laissé, Gilles de Rais n'a rien laissé d'écrire. Rien du tout. Je ne sais pas, sa signature sur un ou deux trucs, mais il n'a rien laissé d'écrit, donc c'est purement du fantasme. Donc Gilbert Proto se met à la place du maréchal et nous livre des justifications qui pourraient bien nous éclairer sur ces justifications à lui. Il lui fait dire le 4 octobre 1440, alors il est mort, il a été exécuté fin octobre 1440, donc là c'est quelques semaines avant sa mise à mort. Il parle, donc il fait parler Gilles de Rais de ses tendresses charnelles pour les enfants, dont il dit « Il n'est point dans mon intention de l'éluder ».
C'est-à-dire qu'il fait dire au maréchal qui va bientôt mourir, j'ai jamais voulu cacher que j'aimais les enfants, de façon charnelle. Bon, bah voilà. Mais alors, explication. Il est aberrant, fait-il dire au maréchal, de proclamer que l'homosexualité est un péché contre nature puisque nous la trouvons toujours répandue dans le monde végétal ou animal. Alors d'abord, mettre le mot homosexuel sous la plume d'un homme du XVe siècle, c'est une énormité. Le mot a été inventé au XIXe siècle. Donc Gilbert Proto, il est bien gentil, mais enfin il l'était, il est mort maintenant. On se renseigne avant d'utiliser un mot, mais de toute façon, faire de l'histoire, c'était pas son truc. Bref, donc il parle d'homosexuel, mais qu'est-ce qu'il dit à part ça? Il dit que les charges qui pèsent contre Gilles de Rais, c'est pas qu'il est homosexuel, c'est qu'il s'en est pris à des enfants. Donc c'est lui qui fait un parallèle entre homosexuels et pédocriminels. On est bien d'accord? L'homosexualité est censée concerner des adultes consentants, et il fait dire à Gilles de Rais qu'on lui reproche d'être homosexuel. C'est lui qui parle dans le procès, ça. On n'a jamais reproché à Gilles de Rais d'être homosexuel. On lui a reproché d'avoir tué des enfants, après les avoir violés. Donc, en mettant sous la plume fantasmée de Gilles de Rais une justification de l'homosexualité, Gilbert Proto nous oriente vers un parallèle qu'il faut faire entre homosexuels et pédophiles. Mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais dit ça. C'est lui qui le dit. Et il ne le dit pas, il l'écrit. Écoutez bien, citation. Gilbert Proto dit, en se mettant à la place de Gilles de Rais, « Quand tout l'amour du monde est enfermé pour moi dans un collier de bras d'enfant noué autour de ma nuque, ses aveux, ses soupirs, ses pudeurs, ses extases impures, un torse d'adolescence et beau comme un temple hellénique à ses premières colonnes, cette grâce de l'inachevé, ce foyer à la tentation, ce faisceau de lignes fortes et fragiles, ce torse lisse, ces doigts légers qui vous enlacent, quand l'explosion du plaisir sur ce corps pur et docile m'a délivré des feux animaux qui me brûlent furieusement le sang, je m'accoude et je regarde dormir et j'entends rêver mon compagnon de lit. » Ah ben d'accord, il n'a rien fait à part ça. Hein? Et ça, c'est du Gilbert Proto. L'avocat de la défense, au cours du procès en réhabilitation, l'avocat de la défense de Gilles, c'est maître Goyot-Brissonnière. Et il s'était également exprimé sur le sujet lors de sa très longue plaidoirie. Alors lui, c'était Franc-Mac de chez Franc-Mac et socialiste de chez socialiste. Goyot-Brissonnière, il n'a pas... Il écrit, écoutez bien, il a dit lors du procès, « On a souvent écrit que Gilles était né homosexuel. » Je ne sais pas où il a vu ça, moi je ne l'ai pas vu. Mais si on peut réprouver la pédérastie au nom d'une éthique sociale, la dénoncer au nom de la reproduction de l'espèce, au nom de quoi la condamner, au nom de la morale, au nom de la nature, dit-il. Alors, il n'a jamais été question de ça dans son procès. Jamais. Homosexuel serait donc l'équivalent de pédéraste, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc, les réhabilitateurs de Gilles de Rais disent que pédéraste et homosexuel, c'est pareil. C'est fou, ça. Et le pédéraste, c'est bien celui qui recherche à avoir des rapports sexuels avec des adolescents, voire des enfants. Ce qui se dit également pédophile, oui ou non? Mais on est chez qui, là? Ils sont en train de faire quoi, ces gens? La pédophilie, dit-il, désigne l'assouvissement de l'instinct sexuel d'un homme sur un enfant. Cette déviation révolte nos cœurs, nos fibres et notre morale, mais elle a reçu depuis des millénaires ses lettres de noblesse. Ah bon? C'est-à-dire, attendez, le gars qui veut réhabiliter Gilles de Rais, il est en train de faire une défense de la pédophilie, là, oui ou non? Bah, écoute, c'est bien ce que je lis. Vous entendez pareil que moi. Et puis, reprenant curieusement les récits des témoins, alors, il reprend les récits des témoins qui ont raconté le modus operandi de Gilles de Rais, dont il vient de dire pendant toute sa plaidoirie que c'était des gens, c'était des menteurs, c'était des crétins, tout ça c'est de la manipulation, que tout ça c'était pas vrai. Ça c'était pas vrai, sauf quand il s'agit de... Hein. Alors écoutez bien. Les témoins nous ont abondamment décrit le processus érotique de Gilles. Alors, témoin pas crédible, sauf quand il... Bref, je reprends. Il fait déshabiller les jeunes garçons, il se frotte... Excusez-moi, c'est choquant. Je continue. Il fait déshabiller les jeunes garçons et il se frotte contre leur ventre jusqu'à l'éclosion de son propre orgasme. J'attire l'attention de la cour sur cette volupté de surface. Comme la plupart des pédérastes, Gilles ne pratique jamais la pénétration bestiale, celle que nos ancêtres désignaient sous le nom de bougrerie. Voilà son seul crime réel, celui que dénoncent inlassablement Henriet et Poitou, c'était ses comparses, en l'aggravant de crime imaginaire, c'est-à-dire de meurtre. Car c'est là son crime unique, l'amour avec les jeunes garçons. Nous tenons pour nuls et non avenus les Saturnales de Grand Guignol et les orgies sacrificatoires empruntées au marquis de Sade, délayées par les brodeurs de mythes. Gilles aime les enfants
et ne trouve son assouvissement et son accomplissement amoureux qu'avec les garçons de 8 à 12 ans. Alors je résume, les partisans de la réhabilitation de Gilles de Rais reconnaissent qu'il était pédophile, ils prétendent que ces gens-là ne font jamais de mal à leur proie et qu'ils ne pratiquent pas sur eux la pénétration. Comment il le sait? Il appelle ça la volupté de surface. Ils le savent comment? À qui peuvent-ils faire accroire ça? Est-ce que ces gens-là étaient en service commandé pour défendre les pratiques des pédophiles? À votre avis? À votre avis? Et le meilleur pour la fin, il explique dans sa plaidoirie, les sondages effectués par le professeur Kinsey nous indiquent que 60% des adolescents et 40% des adultes avouent avoir eu des relations homosexuelles. C'est-à-dire que le procès en réhabilitation de Gilles de Rais se réfère à Alfred Kinsey. Les francs-maçons partisans de la réhabilitation aberrante du plus abominable pédocriminel de notre histoire se réfèrent à Kinsey pour justifier que le criminel n'est pas coupable. Et à la tête de ce comité, Pierre Simon, le Kinsey français, le chef de la sexologie française, jusqu'à sa mort. Avant d'en terminer sur cette promotion de l'homosexualité, tous azimuts, savez-vous qu'en 2004, un homosexuel, Sébastien Nouchet, a été brûlé vif uniquement parce qu'il était homosexuel. J'ai vu des photos de Sébastien Nouchet avec la gueule complètement brûlée, c'est atroce. Le garde des Sceaux, Dominique Perben, a écrit « J'ai été bouleversé par ce qui est arrivé à Sébastien Nouchet ». Il a été à ce point bouleversé qu'il a présenté immédiatement un projet de loi adopté le 30 décembre 2004, la loi contre l'homophobie, la loi de Nouchet. Cette loi, dit-il, c'est au fond quelque part la loi Nouchet pour faire prendre conscience à chacun qu'il est hors de question de s'en prendre comme ça à des minorités, quelles qu'elles soient. Donc, on brûle un homosexuel et on fait une loi pour empêcher, interdire de brûler les homosexuels. Les autres, on a le droit? Je sais pas. Bref. Alors, le seul problème concernant cette affaire, c'est que l'agression dont fut victime Sébastien Nouchet n'était sans doute pas homophobe, que c'était sans doute pas une agression non plus, qui s'est brûlé tout seul en faisant un barbecue, mais c'est pas grave, la loi est passée. Un non-lieu définitif a été rendu par la justice et la personne ignominieusement traînée devant les tribunaux pour avoir brûlé parce que gna 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 a été rendue à la liberté sans aucune charge contre lui. Alors c'est pas grave parce que désormais agresser un homosexuel est beaucoup plus grave que d'agresser un hétéro. Alors à votre avis pourquoi? Parce que, c'est comme ça, parce que, eh bien la révolution homosexuelle a eu lieu. Mais alors jusqu'à quand? À mon avis, c'est en train de tourner. Je vous remercie et je peux répondre à toutes vos questions concernant l'éminent travail de notre amie Judith qui m'a dit ils sont vraiment en train de transformer tous nos jeunes en homosexuels. Je lui ai dit t'inquiète pas, ça va arriver à sa fin. Voilà, je vous remercie.